Bonjour, moi c'est Zachary et bienvenue sur mon projet personnel créatif dans le cadre de mon cours de démarche d'intégration des acquis en sciences humaines, donc c'est-à-dire pour mon projet de fin de DEC au Cégep de Granby. Euh, je vais vous parler de la corruption. Donc, moi, j'ai fait des recherches sur sur ce qui a trait aux causes et aux conséquences, ainsi que certaines solutions à apporter pour tenter de diminuer la corruption au Québec, ainsi que partout à travers le monde. Je vais assez généraliser parce que j'ai focusé mes recherches sur l'histoire au Québec, mais ça peut être semblable partout à travers le monde. Là, la corruption, c'est pas nouveau, puis ça se passe partout à travers le monde. D'ailleurs, je vais commencer par définir ce qu'est justement la corruption politique. Euh, je vais focuser sur la corruption politique et non sur les entreprises privées. Donc, je vais focuser sur ce qui se passe au sein du gouvernement, donc les impacts politiques, économiques de la corruption. Donc, la corruption politique, dans le fond, ça se définit par un comportement ou une conduite qui va à l'encontre des lois, puis qui utilise l'argent des fonds publics à son propre avantage, donc pour son propre bénéfice, à faire des profits soi-même. Ensuite, voici une carte du monde présentant l'indice de perception de la corruption partout à travers le monde. Donc, les pays que vous voyez en couleur plus foncée, donc en rouge par exemple, euh, ce sont les pays qui sont plus corrompus, alors que les pays qui sont en couleur plus pâle, ce sont les pays qui sont moins corrompus. Donc, ça c'est calculé à partir d'un score qui va de 0 à 100, puis c'est calculé par des experts de Transparency International, donc ceux qui présentent la carte. Donc, c'est-à-dire, c'est une organisation internationale contre la corruption, justement. Puis, je prends par exemple, ça c'est une carte de 2019, mais si je prends les statistiques de 2020, donc la dernière étude, le Canada était à la 11e place en termes des moins corrompus. Là, si je dis que le premier était les moins corrompus sur les 180 pays à l'étude, le Canada est à la 11e place avec un score de 77 points. Et si on se compare à nos voisins les États-Unis qui étaient à la 25e place pardon, avec 67 points. Si on regarde les mieux notés, là, donc, ce sont la Nouvelle-Zélande et le Danemark qui sont à la première position à égalité avec 88 points. Et les pires, donc les pays les plus corrompus, sont aussi à égalité à la 179e position, donc la Somalie et le Soudan du Sud avec seulement 12 points. Donc il faut savoir qu'il y a plus de 2 tiers des pays justement qui sont en bas de 50 de score. Puis 100 étant le pire et 0 étant le pire, 100 étant le plus transparent en termes de corruption. Puis justement la moyenne est de 43. Donc si vous voulez situer le Canada, on est à 77, on est mieux que la moyenne en théorie à travers le monde. Ensuite, pour prouver que la corruption existe depuis longtemps dans l'histoire du Québec, je vais prendre l'exemple du maire Raymond Préfontaine, qui a été maire de Montréal de 1898 à 1902. Lui, dans le fond, il a révolutionné les infrastructures de Montréal et de Hochelaga en refaisant les rues, par exemple. Par contre, il y a eu plusieurs scandales autour de lui parce qu'il pratiquait le favoritisme. C'est-à-dire que il donnait les contrats à ses alliés politiques ou encore à son entourage, à ses amis, quelque chose qui pouvait lui procurer un bénéfice personnel au lieu de passer par les protocoles ou les processus, si je peux dire, euh, légaux pour l'attribution de contrats là, dans les chantiers de construction, là, justement, pour refaire les rues, par exemple. Il a aussi modifié une charte pour que le maire ait plus de pouvoir, donc à Montréal. Ça a aussi créé des scandales autour de lui. Donc la corruption on voit que la corruption était déjà présente il y a de cela au-dessus de 100 ans. Ensuite, je vais faire un saut dans le temps, donc on va tomber à 1996, là, avec Jean Chrétien, comme vous voyez sur votre droite. Puis, lui, dans le fond, il a créé le programme des commandites. Le programme des commandites, dans le fond, son but, c'était de promouvoir le fédéralisme à l'intérieur de la province de Québec par de la publicité à des moments à des événements communautaires, culturels ou encore sportifs. Puis justement, c'était un gros programme puisqu'il a coûté, là, durant toutes ces années, une moyenne de 40 millions de dollars par année au gouvernement fédéral. Donc, c'était pour promouvoir le fédéralisme, mais ça coûtait extrêmement cher. Ensuite, le problème avec ce programme-là, c'était pas le programme en tant que tel, c'était plutôt la façon dont il était géré. Donc, la personne que vous voyez sur votre droite, c'est Charles Guité, donc ça a été le directeur du programme de 1996 à 1999. Puis celui qui l'a suivi, c'est Pierre Tremblay, qui a été là de 1999 à 2004. Puis, ils n'ont pas suivi là, le processus légal d'attribution de contrat. Puis ils ont reçu 3 fois un rapport presque pareil de la firme Groupe Action, donc en 1997, en 1998 et 1999. Donc les deux premiers ont coûté chacun plus de 1,1 million de dollars et le troisième a coûté un demi-million de dollars. Le majeur problème, c'est que quand je disais qu'il était presque identique, c'est que, par exemple, le deuxième rapport, il y avait 90 à 95% des informations qui étaient pareilles au premier. Donc, c'était du copier-coller. Donc, on a payé pour
rien recevoir à peu près. Puis justement, il y a eu un rapport de la vérificatrice générale qui a été publié en 2004 qui a montré qu'il y a plus de 100 millions de dollars qui ont été versés à des agences de communication pour peu, voire pas de service. Puis elle mentionnait aussi que les fonctionnaires, justement, ils ont à peu près pas respecté de règles en termes d'attribution de contrat, là, justement, à la firme Groupe Action. Puis au total, là, c'est 147 millions de dollars qui ont été dépensés pour ce programme-là. Puis ça ne comprend pas les salaires des fonctionnaires, ni les frais de bureau, ni les frais des enquêtes qui ont été menées autour de ça. Donc ça fait vraiment une somme faramineuse qui a été dépensée, alors que justement les rapports qu'on a achetés, on ne peut même pas les retrouver. Donc le grand public a payé pour ça avec l'argent des fonds publics, donc on a payé des impôts. On ne peut même pas retrouver les rapports dans l'entièreté, même aujourd'hui, puisqu'ils n'ont jamais été rendus publics. Puis ça, c'est un problème. Justement, si le public paye, ça censé être révélé au grand public, justement, être disponible pour la consultation. Ensuite, je vais faire un petit saut dans le temps pour parler de la corruption qui a eu de l'importance dans les dernières dizaines d'années. Donc, c'est la corruption qui était en lien avec les commissions d'enquête sur l'octroi des contrats publics dans l'industrie de la construction, ou autrement appelée la commission Charbonneau, puisque la directrice de cette enquête-là, c'était Mme France Charbonneau. Donc, ça a été créé en 2011 là, par le gouvernement, puis ça a été rendu public en 2015, donc ça a pris 4 ans à faire cette enquête-là pour démystifier tous les problèmes qu'il y avait dans l'industrie de la construction en termes de corruption donc, dans les années 2000. Donc, il y a plusieurs exemples justement de corruption dans l'industrie de la construction. Il y a eu par exemple les pots de vin ou encore les faux extras. Dans le fond, les faux extras, le nom parle de lui-même, c'est-à-dire que c'est le fait de charger quelque chose, donc de facturer quelque chose qui n'a pas été réellement fait. Donc, c'est pigé dans les fonds publics pour donner un bénéfice à quelqu'un alors que le service n'a pas été rendu réellement. Justement, un bon exemple de ça, c'est M. Luc Leclerc, qui a été aussi justement enquêté durant la commission Charbonneau. Puis lui, il touchait justement 25% sur les faux extras qu'il faisait. Lui, Luc Leclerc, c'était un ingénieur qui était employé de la ville, c'était employé de la ville de Montréal pour veiller à ce que tout aille bien là, justement dans l'industrie de la construction, sur les chantiers pour que tout aille bien. Puis justement, lui, il s'est arrangé pour avoir des bénéfices là, avec les faux extras. Donc, il s'est fait au total 500 000 $ juste lui personnellement avec les faux extras. Donc, on peut comprendre que ça coûte cher là, à la longue s'il y en a plusieurs qui sont comme lui ou encore. Justement, lui, il touchait juste 25% sur les faux extras. Ça veut dire qu'au total, si 25% égale 500 000 $, ça veut dire qu'il y a 2 millions de dollars qui ont été chargés en faux extras juste auprès de M. Leclerc, alors qu'il y en a probablement plusieurs autres là, qui ont fait la même chose, donc qui se sont enrichis sur le dos de la population québécoise en prenant l'argent des fonds publics pour leur propre bénéfice personnel. Donc ensuite, en ce qui a trait là, aux conséquences de la corruption, je vais commencer simplement par les conséquences économiques. Ça parle par elle-même, dans le fond, la corruption parle par elle-même. Ça coûte beaucoup d'argent à la population. Donc, c'est de l'argent qui n'est pas redistribué. Ça peut créer des mécontentements, mais c'est des problèmes économiques parce que, justement, il y a plusieurs centaines de millions de dollars qui sont dérivés, qui sont utilisés pour des profits personnels. Donc, que ce soit pour le financement d'un parti, par exemple, en utilisant son influence pour donner des avantages à certains, justement, pour obtenir potentiellement plus de votes. Puis, justement, comme je disais, c'est de l'argent qui n'est pas redistribué à la population. Donc, l'argent des fonds publics, c'est l'argent qui est payé avec les impôts que vous et moi payons, ainsi que les taxes. Donc, c'est de l'argent qui nous appartient, qu'on donne au gouvernement pour qu'elle soit redistribuée plus équitablement à refaire des routes, à refaire des écoles, à faire fonctionner le système de santé, par exemple. Toutes ces choses-là sont payées par les fonds publics, donc que vous et moi payons, donc que tout le monde paye. Puis justement, la corruption fait que c'est utilisé pour un profit personnel, que ce soit des politiciens ou encore, comme je disais tantôt, des entreprises. C'est vraiment un problème puisque ça affecte toute la population. Donc, il y a tout le monde qui paye pour ça, puis l'argent qui est payé qui ne lui revient pas. Ensuite, en ce qui a trait aux conséquences politiques, c'est une grave atteinte démocratique, et ça pour plusieurs raisons. Donc, tout d'abord, justement, c'est pas dans l'intérêt de tous, comme je disais en termes d'économie. Donc, comme c'est pas dans l'intérêt de tous, c'est pas démocratique parce que la démocratie, c'est que on vote tous pour avoir un gouvernement qu'on veut, donc qui va agir dans l'intérêt du plus grand nombre. Donc ça, c'est la première raison. Et la seconde raison, c'est que justement, comme je disais tantôt, il y a des financements de partis politiques là, qui sont faits illégalement par la corruption. Donc justement, le gouvernement qui va appliquer son influence pour justement détourner de l'argent pour son parti. Donc c'est pas démocratique puisque ça donne pas les chances égales à tout le monde et à tous les partis.
Ensuite, je vais faire un bref résumé des solutions qui sont possibles pour tenter de diminuer les cas de corruption au Québec autant que partout à travers le monde. Donc, d'abord, il y a l'éducation. L'éducation est un bon moyen de diminuer la corruption puisque ça attaque de plusieurs façons. Donc, tout d'abord, les gens plus éduqués vont avoir un meilleur sens critique et ils vont avoir une vision plus objective là, de la politique, justement. Puis, en plus, ça a été prouvé que l'éducation augmente la transparence dans le milieu de la politique. Ensuite, en termes de sensibilisation, donc c'est-à-dire de faire des campagnes justement de sensibilisation, que le gouvernement montre au grand public que ça existe, que c'est pas bénin, là, la corruption existe toujours, puis c'est un problème moderne. Ensuite, la vidéo, par exemple, que je suis en train de faire, c'est une vidéo de sensibilisation. Euh, Ensuite, il y a aussi les engagements là, de toute la société à tenter de diminuer. C'était écrit dans le rapport là, donc, la commission Charbonneau. Donc, c'était l'engagement de toute la société à préserver l'intégrité de ces institutions politiques. Donc, tous les acteurs politiques doivent faire leur bout pour tenter de diminuer la corruption. Donc, tous les travailleurs de l'État, donc que ce soit les policiers, que ce soit les travailleurs là, dans la cour, à la Cour suprême ou encore justement les politiciens. Donc, tous doivent faire un effort pour tenter de diminuer la corruption. Puis à la longue, ça va aider. Par contre, il ne faut pas se dire une fois que le problème est réglé, temporairement, il est réglé à jamais. Ça a été prouvé d'ailleurs que au Québec, là, environ tous les 25 ans, il y a un nouveau gros problème de corruption. Donc, il y a eu des enquêtes à peu près aux 25 ans, justement, en ce qui a trait à la corruption, puisqu'on est porté à croire là, que les gens qui sont corrompus, ils sont capables justement de trouver des nouvelles méthodes pour continuer la corruption. Donc, il ne faut pas, une fois qu'on a réglé le problème temporairement, croire que c'est réglé définitivement. Et finalement, je tiens aussi à parler de certains organismes là, qui sont mis en place, comme justement ce que vous voyez en face de vous, donc Better Than Cash Alliance. Ça, c'est une compagnie c'est une organisation, pardon, qui tente de rendre tous les paiements du gouvernement électronique. Donc, ça permet de pouvoir retracer les paiements, puis justement diminuer là, la corruption, parce que ça va être plus transparent. C'est plus évident de retrouver justement des paiements électroniques, des reçus et tout, lorsque c'est fait électroniquement que lorsque c'est fait en papier. Donc, merci beaucoup de votre temps, puis n'hésitez pas à m'écrire si vous avez des retours à me donner. Merci et bonne journée.